Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de la famille et de l'éducation, présenté par Gabriel Cluzel. Nous avons parlé de la Malle aux 1000 trésors, une revue pour enfants. Nous allons à présent parler d'un sujet brûlant, celui de la loi dite du mariage pour tous et de la résistance à cette loi, du mouvement de résistance contre cette loi. Avec Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, vous présidez l'association de la Manif pour tous. Oui, absolument. En fait, je fais partie des cofondateurs. Nous l'avons fondée à 3. Albéric Dumont, qui est le coordinateur général des événements de rue manifestations. Il en a la responsabilité organisationnelle et opérationnelle. Frigide, qui est l'une des porte-paroles, et donc moi-même qui a un rôle j'ai un rôle complémentaire, voilà, de stratégie, de communication, etc. Alors j'imagine que vous êtes bien prise actuellement. Je suis très prise, et les auditeurs de Radio Courtoisie m'ont déjà entendu. Ils savent que je suis aussi à la Fondation Jérôme Lejeune, et qui bien sûr est très heureux la Fondation est très heureuse de mon engagement. Mais néanmoins, effectivement, c'est assez lourd et ça s'accélère. L'actualité est de plus en plus chargée. Les événements se précipitent. L'actualité nous invite à relayer, à informer, à former, à être pédagogue. Voilà, donc. Alors c'est vrai que la nuit, hier soir, beaucoup de messages ont circulé en disant attention, la loi va être votée en catimini au Sénat. Est-ce que c'est ce qui s'est passé effectivement? C'est ce qui s'est passé. Alors pas cette nuit, effectivement, comme il avait été envisagé hier dans la journée. Un petit peu plus tard, on a su qu'en fait les débats avaient duré un peu plus que prévu, et le vote avait été annoncé finalement pour 11h ce matin. C'est ce qui s'est passé. Il a bien eu lieu, mais dans des conditions. Donc à 11h ce matin. Ouais. Oui, vers 11h ce matin, mais dans des conditions absolument stupéfiantes. Ça a été un vote à main levée. Jean-Pierre Michel, le rapporteur de la loi, criait victoire et se félicitait avant même d'ailleurs que le vote n'ait eu lieu officiellement. Et le vote s'est fait dans un contexte, d'une manière absolument stupéfiante. Alors, pour le moment, j'ai pas eu plus d'explications et de commentaires avant d'arriver ici à Radio Courtoisie. Mais on va mener une petite enquête pour en savoir plus. En tout cas, c'est compte tenu de l'importance du bouleversement qu'apporterait cette loi si effectivement elle était définitivement votée au Parlement, nous sommes tous dans la compréhension totale de ce déroulement. Alors, ce qui a été voté ce matin vaut pour vote définitif, ou le Sénat n'a pas encore complètement rendu, on doit considérer qu'il a entériné l'affaire? Non, c'était le vote du Sénat. Alors, votre question est très juste. Parce qu'il y a eu un premier article dont on a beaucoup parlé en disant que c'était un article clé qui a été voté il y a quelques jours. Oui, c'est-à-dire que quand au cours du vote d'une loi, les députés, puis après les sénateurs votent article par article, et à chaque article, il y a des propositions d'amendement, il y a un vote sur l'amendement, puis à la fin des votes sur le ou les amendements, les propositions d'amendement, il y a le vote de l'article, et puis quand on a passé tous les articles, il y a un vote ensuite sur le projet de loi globalement. Et effectivement, il y a quelques jours, on a parlé du vote de l'article 1. Qui est l'article principal, même si les autres sont aussi ont aussi des conséquences très graves. Enfin, l'article 1 est celui qui contient le mariage et l'adoption pour tous, effectivement. Mais alors, comment peut-on imaginer que, on a l'impression un petit peu les carottes sont cuites là. Comment peut-on imaginer que ceux qui ont voté pour tel article voteront contre? Vous voyez, c'est ça. Alors justement, ce que je ne sais pas encore, puisque ça a été un vote à main levée, je n'ai pas encore le décompte des voix. C'est légal, ça? Enfin, c'est classique. Le vote à main levée est tout à fait classique. Ouais. Néanmoins, quand c'est un vote important, quand les sénateurs sont nombreux, etc., il y a d'autres méthodes de vote, et généralement, pour un vote aussi important, on fait un décompte extrêmement précis, et donc ça ne se passe pas à main levée, parce que là, il reste quand même, ça peut quand même apporter un certain flou. En fait, c'est un vote. Le vote peut être à main levée. Éventuellement même les sénateurs. Qui en décide en fait c'est le Michel. C'est le président de séance. Il peut y avoir des demandes faites par les parlementaires. Ouais. Voilà, il y a tout un jeu technique assez complexe.
Et donc ça peut être à main levée, ou alors ça peut être en se mettant debout, D'accord. ce qui permet un qui est un petit peu mieux. plus... Ou alors ça peut même être un vote avec une urne. Un bulletin secret. Voilà. Alors là, en principe, ce qui va se passer, c'est une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui nous est annoncée pour le courant du mois de mai, d'où l'appel à venir manifester très massivement le 26 mai. Vous savez qu'avant, ce sont les vacances scolaires qui commencent ce week-end, bien sûr. le 13 avril, qui se termine avec toutes les zones le 12 mai prochain. Le 19 mai, c'est le week-end de Pentecôte, un week-end de 3 jours. Voilà, ça n'est pas envisageable. Et donc la première date possible, c'est le 26 mai. Alors cela étant dit, on voit bien que on peut s'en alarmer. D'abord, effectivement, il n'y a pas d'autre moyen de faire, mais surtout pour le CPE, pour l'école libre et pour d'autres lois, la loi était déjà votée quand, au bout de plusieurs grandes manifestations, le président, Mitterrand dans un cas, etc., ont retiré le projet de loi. D'accord. Et donc le 26 mai, elle sera peut-être votée, en effet, le vote sera fait, mais néanmoins, elle ne sera pas promulguée, et le Conseil constitutionnel surtout n'aura pas encore rendu ses conclusions. Donc on restera dans un timing dont on peut espérer pour conséquence le retrait du projet de loi. Alors très bien, j'en reviens un peu au vote du Sénat. On pensait, j'avais l'impression, il se disait que ce vote serait serré. En fait, il ne l'est pas du tout. Alors sur plusieurs des votes dont on a eu les conclusions très précises, référendum, demande de référendum, et puis ensuite l'article 1, effectivement, ça n'était pas du tout si serré qu'annoncé. Alors pourquoi ? Parce que certains sénateurs qui avaient dit oui qui avaient dit non, ont finalement dit oui, parce que certains étaient dans l'expectative et... Alors écoutez, ce qui se disait, mais là aujourd'hui, à l'instant, je suis très perplexe. Ce qui se disait, c'est que ce serait sur le projet de loi, le vote global, que toute la stratégie, si je puis dire, de la droite et des opposants était concentrée. Aujourd'hui, ça s'annonçait jusque cette nuit comme étant un vote qui devait être, en tout cas, très serré. On n'était pas optimiste, mais un vote qui était très très serré. Alors là, j'ai pas le décompte des voix. Non, parce que je crois que le premier article, il y avait 22 voix d'écart. Oui, c'était très large. C'était très large. Mais les sénateurs nous disaient bien, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas révélateur. Il y a encore des indécis. On savait qu'ils n'auraient pas encore pris de décision. Les choses évoluent à chaque heure. Alors en fait, comme Radio Courtoisie, comme le studio de Radio Courtoisie, c'est très bien, nous déconnecte de nos téléphones portables et autres. Oui, vous n'avez pas d'informations. Voilà, du coup, récentes. Depuis que je suis entrée dans le studio, je n'ai pas pu mettre à jour les informations. Il est possible que maintenant ça circule sur Internet. Alors, voilà. J'ai une question d'un auditeur. Le 4 avril, il y avait le procès en référé de Brigitte Bardot contre Jean-Pierre Michel. Contre Jean-Pierre Michel. Alors quel a été le résultat ? Alors, le résultat, on le connaîtra le 18 avril à 14h. Effectivement, on a été devant le tribunal correctionnel, à la Chambre de la presse. On était présente, Brigitte Bardot et moi, puisque moi j'ai la présidence, j'ai ces responsabilités-là. Et puis, Jean-Pierre Michel était là. On a eu notre avocat à plaider assez longuement. Quel était l'objet exactement du... Alors oui, pardon, c'est à propos de Jean-Pierre Michel. On a demandé, bien sûr, la Manif pour tous a demandé à être auditionné. Nous représentons quand même quelques millions de Français. Certes. Que ce soit ceux qui sont descendus physiquement dans la rue, ceux qui ont écrit au CESE et de très nombreux autres Français, d'autant plus qu'on voit que l'opposition au mariage gay prend une ampleur de plus en plus grande. Aujourd'hui, la majorité, c'est sorti dans le Parisien ce matin, sont opposés au mariage gay. Jean-Pierre Michel a refusé de recevoir la Manif pour tous, ce qui en soi est absolument stupéfiant. Alors aujourd'hui, on voit à quel point là, on n'est plus dans une démocratie. Mais en plus, il a refusé dans un courrier, prétextant du fait que Brigitte Bardot et la Manif pour tous et les manifestants serait homophobe, ce qui aujourd'hui est un délit. Donc de toute façon, c'était une accusation très grave. Et d'autre part, le mouvement a toujours appelé à respecter toute personne, y compris les personnes homosexuelles, et a toujours été extrêmement vigilant là-dessus. Et jamais, et les manifestants l'ont remarquablement compris, jamais il n'y a eu le moindre propos, la moindre ambiguïté, etc. Nous sommes très vigilants là-dessus. Voilà. Donc il a en outre ce propos
auquel s'ajoutaient d'ailleurs d'autres propos qui étaient tout à fait scandaleux. Ce propos a été réitéré par Monsieur Michel sur Public Sénat, sur son compte Twitter, etc. Il l'a relayé à plusieurs reprises. Voilà, donc ça c'était absolument impossible de laisser dire un homme qui a cette fonction ne peut pas se laisser aller à des débordements de langage, à des propos absolument inexacts. Alors voilà, donc l'audience a été extrêmement intéressante puisqu'on a pu entendre, nous notre point de vue a été exposé assez longuement par l'avocat et l'avocat de Monsieur Michel a surtout fait des commentaires sur le fait que c'était pas une diffamation mais une injure, que c'était une question de fond et il appelait le juge à déclarer qu'il était non compétent. En fait, il ne voulait surtout pas discuter du fond. Ah oui. Et à la sortie de l'audience, Monsieur Michel a vu un certain nombre d'homosexuels qui étaient présents s'approcher de lui et lui dire mais nous faisons partie du mouvement. Nous sommes opposés au mariage gay. Étant homosexuels, nous ne sommes pas par définition homophobes. Et Monsieur Michel était extrêmement mal à l'aise. Son avocat et puis commençait à s'énerver. Je pense que c'est un homme assez caractériel, vraisemblablement, qui doit avoir le sang très chaud et qui dérape assez facilement. Son avocat l'a tiré par la manche et ramené. Oh là là, ça sent mauvais. Très très vite, il y avait des caméras, donc son avocat l'a fait disparaître dans la seconde. Ah oui, c'est ça. Voilà, il a manifestement du mal à se retenir, ce monsieur. Alors, si j'ai bien compris vos propos, Ludovine de la Rochère, je rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie que vous présidez l'association de la Manif pour tous. Là, après le 26 mai, ce qui peut se passer, c'est un refus, entre guillemets, du Conseil constitutionnel. Oui, alors, à propos du 26 mai, je pense que nous serons, j'espère, que nous serons encore plus nombreux. D'abord parce que le sujet, ce que je disais à l'instant, est refusé, ce projet est refusé par un nombre de Français de plus en plus grand. Ensuite parce que la démocratie est tellement heurtée et tellement mise à mal, l'attitude de Monsieur Hollande est tellement irresponsable en plus, puisqu'il y a maintenant un vrai malaise social, il y a des tensions très fortes, les gens sont exaspérés, la colère monte, donc je pense que nous serons encore plus nombreux, et il y aura des photographes présents, alors il faut qu'on travaille là-dessus, mais présents peut-être tous les 200 mètres, des photographes, des caméramans, et croyez, des caméramans, et qu'il y a un décompte croyez-moi qu'il y aura un décompte mètre carré par mètre carré, et que là ce sera je pense que ça va être ce sera le premier point de travail. Alors il faut mobiliser, il faut sécuriser, il faut communiquer, etc. hein, donc c'est un travail vraiment important, mais cette question va être traitée de manière très très prioritaire. Alors et puis de même que la question du trajet, nous souhaitons toujours être très visible. Voilà, alors quand on est très nombreux, c'est un grand problème dans Paris. Il y a en fait très peu. Il n'y a pas 50 lieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, c'est-à-dire une place qui permette un départ en très grand nombre, avec des boulevards très très larges, et une place d'arrivée qui permette d'être en très très grand nombre. Donc en fait, le dispositif est extrêmement difficile à prévoir, d'autant plus que compte tenu du déni de démocratie actuel, on nous interdit les seuls lieux, on nous interdirait à nouveau si on le redemandait, les seuls lieux. Pourtant, il y a une vraie question de sécurité quand même. Mais la préfecture de police de Paris, vous voyez bien que ça lui est égal, puisqu'elle elle se permet d'envoyer des gaz lacrymogènes au visage des enfants, et ça ne dérange pas Monsieur Valls, le ministre de l'Intérieur. Cela étant dit, sur cette question de l'arrêté d'interdiction du 24 mars, il comprenait la Concorde, les Champs-Élysées, l'Étoile et les Invalides, ce qui est absolument considérable. Et il savait qu'on serait très nombreux. Le préfet de police me l'a dit les yeux dans les yeux, je le sais. Il le savait pertinemment. Il vous l'a dit. Il me l'a Pourtant, dit. il communiquait sur 100 000 personnes, justement. Oui, bon, ça c'est un jeu politique, hein. Et puis il a les instructions de Monsieur Valls. Donc, on est allé devant le tribunal administratif qui s'est contenté littéralement de recopier la défense du préfet de police de Paris, tout en disant qu'en réalité, c'était au Conseil d'État de décider. Il n'était pas du tout à l'aise et il disait bien que c'était une affaire exceptionnelle. Et pour ne pas le Conseil d'État nous aurait donné, si on avait été aussi devant le Conseil d'État, on aurait eu les conclusions du Conseil d'État le samedi matin. Pour le dimanche, c'était trop tard. On pouvait pas donner l'information aussi tardivement du lieu de rendez-vous. Mais nous comptons bien poursuivre
suivre cette affaire, ne serait-ce que pour défendre la liberté de manifester et aller sur le fond. Donc cette question de l'arrêté d'interdiction n'est pas terminée. Voilà. En tout cas, pour pour le 26, alors, vous en êtes où? Pour le 26 mai, écoutez, je pense qu'on pourra annoncer j'espère assez vite, mais il nous faut encore quelques jours. Le lieu, les lieux de rendez-vous. Alors ce sera statique, ce sera non, la dernière fois. On souhaite vraiment défiler. On souhaite vraiment défiler. Je pense que nous avons tous envie de battre le pavé, de dépenser. Il faut dépenser notre rage et notre énergie d'une certaine manière pour la canaliser et la tourner en positif. Voilà. Alors, c'est un peu la question que je souhaitais vous poser. Comment analysez-vous ce mutisme absolu du gouvernement? Parce que j'entendais un journaliste sur une radio concurrente qui évoquait l'affaire de Notre-Dame-des-Landes en disant le gouvernement va faire quelques concessions parce que c'est comme ça, il faut pas jamais désespérer les gens, sinon ils se radicalisent. Alors, sur un plan psychologique, ça se comprend assez bien, du reste, et on voit que les passions s'exacerbent, que certains s'exaspèrent et se radicalisent. Alors, pourquoi l'analyse qu'ils font pour Notre-Dame-des-Landes, ils ne la font pas pour la manif pour tous? Et stratégiquement, je comprends pas bien parce que ils auraient tout intérêt à essayer de diviser les. Alors écoutez, effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Monsieur Hollande est d'une irresponsabilité absolument stupéfiante. D'abord, il divise le pays. Ensuite, il est en train de provoquer une opposition de plus en plus large et de plus en plus vive. Je crains fort que le jour où il retire ce projet de loi, ce ne soit trop tard, et je crains fort que les institutions françaises ne soient fortement choquées, ébranlées par ce qui se passe. On voit bien les accueils du ministre partout en France. On voit des actions absolument quotidiennes et partout, qui commencent d'ailleurs à beaucoup déranger les ministres dans leurs travaux, etc. Oui, qui ne se déplacent plus pour certains. Certains ont annoncé qu'ils ne se déplaceraient plus, et en tout cas, aucun ministre ne publie plus son agenda. Ah, oui. Voilà, donc la balle est dans le camp de Monsieur Hollande. Je pense que les journalistes sont très embarrassés. Ils le savent très bien. En même temps, ils ont probablement, pour un certain nombre, il y a quand même des médias qui sont très militants. Donc, ils ont aussi des instructions de leur rédaction. Ils se gardent bien de faire un parallélisme. Quant à Monsieur Hollande, vous aurez noté peut-être les propos de Monsieur Pierre Berger depuis plusieurs mois. Enfin, on sait qu'il est absolument favorable à ce projet de mariage gay. On sait et puis à la PMA et à la GPA, très ouvertement et très publiquement. On sait qu'il est très proche de Monsieur Hollande. On sait qu'il est aussi le propriétaire d'un certain nombre de journaux. Par ailleurs, le trésorier de la campagne de Monsieur Hollande est un certain Monsieur Auger, qui a racheté pour un euro symbolique le journal Tétu tout récemment à Monsieur Berger. Ce même Monsieur Augier qui a également des comptes aux îles Caïmans. On voit bien là qu'il y a autour de Monsieur Hollande un certain nombre d'hommes d'argent et d'hommes qui font partie de ces lobbies qui l'empêchent et qui le tiennent on a l'impression qu'il n'a aucune marge de manœuvre en fait. Il n'a aucune liberté. Parce que quand il avait essayé simplement émis l'idée qu'un maire pourrait avoir il n'a objection aucune marge de manœuvre. Il est prisonnier, il est manifestement prisonnier et il est prisonnier, mais c'est un peu le marteau et l'enclume parce que de l'autre côté, exaspérer les gens, c'est gravissime, oui. Absolument. Et on peut se demander jusqu'à quel point il est prisonnier. C'est quand même extrêmement étonnant aujourd'hui, parce que les manifs pro mariage gay, elles sont ridicules. Il faut être clair. Il y a quelques personnes. Ça concerne très très peu de personnes. Leurs manifestations sont ridicules, même si là, dans ce sens-là, la préfecture de police de Paris découvre tout à coup le symbole de multiplication sur sa calculette. Ils ont annoncé l'autre jour 5000 personnes. Il y en avait peut-être 500. Enfin, je n'y étais pas, comme vous pouvez l'imaginer. Mais les commentaires, entre les photos et les commentaires, on voit bien qu'il y avait un hiatus une fois encore, mais dans l'autre sens. En tout cas, manifestement, Monsieur Hollande est tenu. De notre côté, la manif pour tous, nous ne nous gênons pas pour déranger et pour mettre en cause Monsieur Berger. Vous savez qu'il a tweeté juste avant le 24 mars qu'il ne serait pas malheureux qu'une bombe... Qu'il ne pleurerait pas si une bombe éclatait dans la foule du 24 mars. C'était un retweet que beaucoup de médias ont capturé, donc nous avons eu des captures d'écran. Il l'a retiré assez vite. Il a dû comprendre son erreur, et donc j'ai porté plainte contre lui.
au titre de ma fonction. J'ai porté plainte contre lui. Il sera mis en examen. Alors malheureusement, pas tout de suite. Il y a un petit délai pour des raisons de... c'est la procédure judiciaire. Il sera mis en examen dans 4 à 6 mois. Mais en attendant, nous avons commencé à le faire savoir, mais nous allons, je pense la semaine prochaine, le diffuser et le faire savoir beaucoup plus largement. Par ailleurs, cette semaine, il a exprimé sa colère parce que nous avons publié un encart dans le Monde, dans le Figaro, mais aussi dans le Monde, et Monsieur Berger s'en est plaint. Alors que théoriquement, le propriétaire d'un journal, même s'il est au conseil de surveillance, voilà, tout à fait. Néanmoins, ce n'est pas à lui de faire ni la partie rédactionnelle, ni même la partie publicitaire. Ce n'est pas à lui d'en décider. Je l'ai dit, ça m'a paru très étonnant. Ça m'a rappelé l'affaire du reste de la Fondation Le Jeune. Il y a quelques mois, voilà. Au Nouvel Obs, absolument, vous avez raison. C'était assez fort. Voilà, et là, ça a suscité beaucoup de commentaires. Alors sur le coup, il a été raconté, bien sûr, il fallait bien qu'il cherche, qu'il trouve, ou qu'il croit avoir trouvé quelques arguments de défense. Ils ont prétendu qu'ils ont sorti les tarifs officiels des publicités du Monde. Ils ont imaginé qu'on avait pu payer ça 138 000 €. C'était la LGBT qui affirmait cela. Bon, alors d'abord, contrairement à la LGBT, nous ne vivons d'aucune subvention. Nous ne vivons que des dons qui ne sont affectés qu'à notre mission statutaire. C'est un premier point. D'autre part, naturellement, nous ne gaspillons jamais ces dons. Et autant vous dire, et n'importe quel publicitaire, agence de marketing, etc., agence de communication, pardon, c'est pertinemment qu'un tarif publicitaire officiel ne veut rien dire et n'a aucun sens. Et cette publicité, je l'ai pas dit par les canaux officiels de la Manif pour tous parce que je voulais pas en rajouter sur le Monde et les problèmes entre Pierre Berger et la direction du Monde, mais nous l'avons négocié à un tarif absolument stupéfiant, comme si c'était un tarif grande cause. Je pense malgré tout que le Monde ne considérait pas qu'il s'agissait... Je pense pas que le Monde considérait que c'était un tarif grande cause, mais vraisemblablement le Monde a besoin d'argent. Voilà. Oui, c'est possible, oui. Le Monde a besoin d'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Et nous, on avait besoin, on s'adressait dans cet encart argumenté, on s'adressait aux sénateurs et donc il fallait absolument que ça sorte dans les quotidiens nationaux lus par les sénateurs cette semaine. Voilà. Donc on met plutôt dans le Monde que dans l'équipe. Logiquement, ça paraît. Alors, compte tenu de ce que c'est un événement national, il n'y avait pas de raison de sortir dans des quotidiens régionaux. J'ai posé la question au Monde. J'avoue que je ne l'ai pas posée à Libé, qui a une diffusion beaucoup moins importante, très très modeste, malgré le soutien que Libé a de Pierre Berger là aussi. Ouais. Ils sont tous sous respiration artificielle du reste. Tout à fait. Voilà, il fallait vraiment sortir dans les deux grands quotidiens nationaux de droite et de gauche pour pouvoir s'adresser à tous les sénateurs. Alors, j'ai pas voilà, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions ces 2 passages. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de la famille et de l'éducation, présenté par Gabriel Cluzel. Nous parlons actuellement de la famille, puisque nous parlons de la Manif pour tous avec le président de l'association, oui, Ludovine de la Rochère, qui nous fait un petit peu un bilan de la situation actuelle. Alors, vous faisiez une analogie tout à l'heure avec la manifestation contre l'école libre, qui est effectivement, en effet, comparable. Les manifestations. Il y en a eu plusieurs aussi, alors, tout à fait. Voilà, qui ont fait fléchir Mitterrand à l'époque et qui étaient comparables en nombre, je crois. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence majeure parce que la manifestation pour la défense de l'école libre était une manifestation franco-française, alors que là, on a l'impression que c'est un mouvement mondial. Est-ce que Hollande a les épaules pour faire face à ce qui semble être alors écoutez, manifestement il n'a pas les épaules, ça je pense que c'est très clair pour nous tous. Soit il est mal informé et son entourage lui cache la vérité, soit effectivement il y a quelque chose qui le tient parce qu'il va se mettre dans une situation périlleuse, d'autant plus que les affaires s'ajoutent, quand on est totalement amoral, effectivement on en arrive à des affaires de mœurs comme celle de Strauss-Kahn, de finances comme celle de Monsieur Cahuzac et de projets de loi iniques. Donc tout ça est absolument logique. Néanmoins, je pense que c'est un homme qui aime le pouvoir. Je crois que s'il veut que ça se passe pas trop mal, il va falloir réfléchir. Il a intérêt à réfléchir vite et bien. En tout cas, oui, le mouvement s'internationalise. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 25 pays dans le monde qui sont concernés par des projets de loi de ce type. Je crois que c'est l'Uruguay qui a voté hier le mariage gay.
Ça y est. Voilà, nous sommes en deuil pour l'Uruguay. Nous sommes, la Manif pour tous est désormais présente en Angleterre, aux États-Unis. Nous avons des contacts très étroits. En Angleterre, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Parce que la résistance n'a pas eu le temps de s'organiser. Je crois qu'elle est arrivée trop tard. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'ont expliqué les organisateurs de cette résistance, c'est qu'au départ, ils n'ont pas osé manifester. Ils n'étaient pas du tout partis sur cette opposition. Peut-être n'y croyaient-ils pas, je ne sais pas. Donc ils avaient... La France, on a l'impression, est quand même. Vous avez quand même. La France a été montré l'exemple, non ? Mais pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai. En tout cas, dans le cas de l'Angleterre, ils avaient donc lancé une pétition qui a recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures. Et c'est en fait les Français qui vivent à Londres qui ont organisé des manifs, de la Manif pour tous contre le projet de loi Taubira français, qui peu à peu, mais en fait un peu tardivement, ça fait tache d'huile. Voilà, ont conduit les Anglais à lancer le mouvement, mais peut-être que l'Angleterre est comme la France. Un projet de loi, une loi peut être votée et retirée si on arrive à s'organiser vite, fortement et à mobiliser. Alors l'Espagne avait bien mobilisé, mais ça n'a servi à rien. Alors c'était une mobilisation d'un type extrêmement différent et j'ai cru entendre que le Vatican nous observe avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que pour la première fois, c'est un mouvement aconfessionnel, apolitique, etc. Contrairement au cas de l'Espagne. Voilà, en Espagne, c'était l'Église catholique qui était l'organisatrice et qui était le moteur. Qui a fait descendre quand même énormément de monde dans la rue. Qui a fait descendre beaucoup de monde dans la rue. Mais ils ne l'ont pas répété plusieurs fois. Je pense que le mouvement n'a pas été aussi vaste. Nous avons quand même beaucoup de gens de gauche, d'homos, de musulmans. L'opposition converge de beaucoup de lieux différents, de beaucoup de populations différentes. Et d'ailleurs, nous avons appelé le mouvement la Manif pour tous. D'abord pour dire qu'elle est pour tout le monde, que tout le monde, c'est pas une question il y a même pas besoin d'être croyant pour comprendre que ça paraît assez élémentaire. Que c'est un projet absolument aberrant. Et notre intuition était juste puisque nous sommes rejoints par beaucoup, même si, par exemple, les musulmans présents dans les manifestations ne sont pas aussi nombreux que d'autres populations peut-être, mais c'est l'électorat de Hollande et c'est pour ça que c'est très important qu'on les voit et les médias se gardent bien de les montrer. Ouais. J'imagine que c'est compliqué de trouver le juste équilibre pour effectivement, il y a quand même, il faut pas le nier, une forte représentation catholique. Bien sûr. Voilà. Alors certains se plaignent en disant on a l'impression que nous on nous cache et puis on ne montre que les autres. Mais alors c'est vrai que la stratégie c'est de dire il faut montrer à Hollande que son électorat est là aussi. Non, mais c'est-à-dire que on sait tous. Il est très clair, il est évident que la majeure partie des manifestants sont en effet catholiques ou de culture catholique, bien sûr, mais néanmoins, l'opposition au mariage gay, et c'est important que M. Hollande l'entende, vient aussi d'autres communautés et d'autres populations. La population musulmane, elle a voté pour M. Hollande à 100%. Elle représente une population assez importante. C'est un vivier électoral énorme. C'est pour ça que nous voulons le faire entendre à M. Hollande. Alors moi j'ai vu des reportages très intéressants dans des ateliers qui préparaient des banderoles, des ateliers familiaux. Il y avait au nord de Paris, en banlieue, il y avait des jeunes d'origine différente. Le jour qui devait être, je sais plus, c'était en janvier d'ailleurs, le 10 ou 11 janvier, et le lendemain, ces jeunes étaient tous des jeunes issus de l'immigration. Et le reportage qui a été fait ensuite sur la chaîne de télévision n'a montré que les jeunes, manifestement d'origine franco-française, catholique, etc. La diversité, les médias ne relaient pas cette diversité. Je comprends bien. Voilà. Et pourtant, elle est bien une réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des homosexuels. Quand on parle de communauté homosexuelle, c'est une aberration totale. C'est comme si on parlait de communauté hétérosexuelle. Les homosexuels sont comme tout le monde. Ils ont le droit de penser individuellement. Ils ont le droit de penser différemment. Et or, ils ont une légitimité pour parler de ce sujet qui est quand même particulière. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que M. Hollande et Mme Taubira, etc., entendent ce qu'ils ont à dire. Bien sûr, alors c'est vrai que du coup, on insiste. Oui, ce qui est compliqué, c'est en fait, je pense, une ligne de crête compliquée. Enfin, vous êtes sur une ligne de crête parce que il faut, montrer la représentation des uns des autres, mais sans mettre sous le boisseau. Il n'est pas pensable de les mettre sous le boisseau. Il n'en est pas question. Les porte-paroles sont les associations familiales catholiques, sont des organisations qui sont très ouvertement catholiques. Mais cela étant dit, notre argumentaire, puisqu'encore une fois, qui est tout à fait logique. Notre argumentaire est un argumentaire d'ailleurs
d'ailleurs de bon sens et de réalité, de principe de réalité, et qu'on soit, quelle que soit la religion qu'on a ou qu'on n'a pas, ce projet de loi est une aberration. Il est une conséquence directe, bien sûr, de la théorie du genre, qui n'est plus une théorie puisqu'elle est totalement une idéologie, et puis elle est totalement mise en œuvre. On n'est même plus dans la théorie. Donc voilà, c'est là où le fait d'être, en état confessionnel et apolitique, nos argumentaires ne sont pas confessionnels, et nous ne sommes pas. Ce n'est pas l'Église catholique qui est à l'initiative ou organisatrice. Non. Bien sûr, elle est favorable, bien entendu, oui. Mais nous sommes tous laïcs, voilà. C'est ça qu'on veut dire, et puis il y a des messages à faire passer, mais je suis à l'évidence, moi j'ai travaillé à la Conférence des évêques de France pendant plusieurs années, à la direction de la communication. Il est hors de question naturellement de nier quoi que ce soit, et d'autre part, il y a des questions qui se posent sur la détermination. Tous ceux qui travaillons à la Manif pour tous, nuit et jour, depuis maintenant 7 mois, nous nous allongerions devant le char de la place Tiananmen. Nous sommes déterminés, nous sommes formés, nous avons des arguments très forts, et nous ne lâcherons pas. Oui, d'ailleurs, je suis très impressionnée par le dévouement de certains dont vous faites partie, qui vraiment, depuis quelques mois, travaillent presque jour et nuit pour ce projet, au prix de grands sacrifices. Les volontaires, les services de sécurité, les volontaires, ils sont exceptionnels, ils sont extraordinaires, absolument. Et ce qui est peut-être encore plus exceptionnel, c'est que la cause est une cause ontologique. C'est pas demain l'école comme l'école libre, demain l'école de mes enfants. Il n'y a pas de conséquences concrètes demain. Nous n'avons aucun acquis, aucun intérêt, aucun privilège à défendre. Nous ne sommes que dans le sens de l'humain, de l'humanité. Et si la France et les Français sont tellement mobilisés, effectivement, la raison est ce projet de loi. Elle n'est pas la manière dont on a fait ou pas fait. Elle n'est pas un tel ou du schmoll ou tartampion. Elle est que ce projet de loi est un scandale absolu, que beaucoup le ressentent très profondément. On ne peut pas créer des orphelins. On ne peut pas dire qu'un enfant est issu de 2 pères ou de 2 mères. Ce matin est sorti dans le Figaro, suite à un enregistrement qui a été fait par 2 personnes qui sont allées pour un entretien individuel sur la gestation pour autrui, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un événement qui était prévu au Lutetia, pour proposer gestation pour autrui. Ah oui, par c'était fertilitisme, ça. Voilà. Et cet événement a été annulé puisqu'il avait couru sur le net, et donc il y a eu beaucoup d'appels au Lutetia. Le Lutetia l'a officiellement annulé, et en réalité, les personnes qui s'étaient inscrites ont bien reçu et ont bien eu un entretien individuel qui a été organisé en douce. Il y a des gens qui sont allés à cet entretien individuel, qui l'ont enregistré. Dans le Figaro ce matin, vous trouverez le récit qui en est fait, un certain nombre de citations du dialogue, de l'échange, dans lesquels on parle de sélection, de qualité. Il est aussi expliqué qu'un enfant qui est présent, qui est un peu un témoin d'un enfant issu d'une gestation pour autrui, manifestement présent à cet entretien, disait, les 2 hommes qui l'élèvent disent il a 4 ans, il sait qu'il est né à l'étranger, qu'il a été porté par une femme, mais il a 2 papas, il n'a pas de maman, il a 2 papas, et voilà, il est heureux. Voilà exactement. Et c'est pour ça qu'on veut nous faire croire que la GPA, mais elle arrive déjà. Elle arrive déjà, et c'est ce qu'on ne cesse de répéter depuis des mois. On va créer des orphelins, non pas par suite d'accidents de la vie. On va créer et on veut créer volontairement, par la loi, des orphelins de père ou de mère. On base tout ça bien sûr sur un mensonge, sans passer sur le plan éthique tout ce qui se passe pour la gestation pour autrui, etc. On va créer des inégalités et retirer des droits, quoi qu'en dise M. Hollande et quoi que prétende M. Hollande, qui ment totalement sur cette question. Il n'y a pas que Cahuzac qui ment, il y a aussi M. Hollande et ses ministres. Voilà, alors j'ai beaucoup de questions. Simplement, je vais les passer très rapidement parce que je ne voudrais pas prendre tout le temps qui nous reste et que je souhaiterais consacrer au Collège Jean-Paul II. Simplement, un mot, parce qu'il faut en parler. Beaucoup de gens, de manifestants s'inquiètent des dissensions, des tensions que l'on sent, qui sont un peu naturelles, je pense, parce qu'il y a des divergences de stratégie à adopter. C'est compliqué quand on est face à un mur.
mesures. Est-ce que vous pensez que tout ça peut faire éclater le mouvement? Non, vous allez réussir quand même à avancer de concert. Écoutez, je ne crois pas que souhaitent tous les manifestants. D'abord, il n'y a pas de scission, faut être très clair. C'est ce qu'ont raconté un peu les médias qui évidemment se sont engouffrés. Voilà, pour eux, c'est dès qu'ils ont pu et ils ont donné une importance qu'elles n'ont pas à ces questions. Tout le monde est focalisé sur le même objectif qui est le retrait du projet de loi et c'est la seule chose qui compte. Après, l'énervement des Français est tellement grand qu'en effet, il y a des actions, des initiatives individuelles, des initiatives de groupe, partout, absolument partout. D'ailleurs, la Manif pour tous ne cherche pas du tout à contrôler. Il y a quotidiennement des actions qui sont menées partout. Et la Manif pour tous ne cherche pas à contrôler. En revanche, c'est vrai qu'il faut on appelle en revanche à être très responsable, ne pas mettre en danger les familles, les participants. Il faut quand même chercher l'efficacité aussi. Il faut pas non plus s'éparpiller. Ça, c'est un point qui est très important. Il ne faut pas qu'il y ait d'action contre-productive. Ce serait dommage. Néanmoins, ce fourmillement, ce bouillonnement est très positif, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Les initiatives nécessitent d'être bien réfléchies avant d'être lancées. Ça, c'est très très important, bien sûr. Et de toute façon, quant aux éventuelles tensions, etc., parce qu'en effet, on souhaiterait peut-être plutôt telle ou telle stratégie, et d'ailleurs c'est vrai que c'est éminemment difficile, comme vous dites très bien, face à un mur. Il y a peut-être des désaccords sur les moyens. Néanmoins, l'objectif est encore une fois commun à tout le monde. Et d'une certaine manière, il y a une complémentarité entre les actions aussi. Ouais. Donc moi je suis pas inquiète. C'est Monsieur Hollande qui est à l'origine de ce bouillonnement. Mais ce serait faire son jeu que de se diviser. Complètement, bien sûr. Et d'ailleurs il n'attend que ça. Il faut pas tomber dans ce piège-là. Et les initiatives intéressantes, intelligentes et conduites de manière responsable sont tout à fait, mais encore une fois respectueuses des personnes. On ne peut pas défendre la famille et l'éthique en n'étant pas soi-même respectueuse des personnes, respectueuse du bien commun. D'ailleurs, les textes du magistère de l'Église nous y appellent à être respectueux des personnes, des biens, et toujours à la recherche du bien commun. Et nous défendons des valeurs, nous devons être dans le respect de ces valeurs. Autrement, on est précisément de mauvais témoins, on est contre-productif aussi pour arriver à nos fins. Voilà. Bien sûr, mais on sait quand même que le traitement médiatique des affaires fait beaucoup dans l'impression que donne telle ou telle action assez inoffensive. C'est tout à fait juste. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège des médias en montant en épingle quelque chose qui est relativement mais si vous avez innocent. Tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand on parle de violence, il n'y a pas eu de violence. Alors il y a eu l'affaire Wilfred. J'espère qu'il y a une enquête relève, qui est en cours. Je pense, plus de l'insécurité générale en France. Oui, qui relève de l'insécurité. Puis moi, il y a quand même d'autres faits qui m'étonnent. Si vous voulez, ce jeune homme qui dit avoir, je crois, 7 fractures au visage et qui a quand même le temps et l'énergie et la santé de balancer des informations sur Facebook le soir même et qui est sur TF1 48 heures après. 7 fractures au visage et d'autres blessures que j'ai pas en tête. Et puis je crois qu'il dit qu'il ne se souvient de rien. Voilà, il faut. Si ce n'est d'avoir entendu, un homosexuel. Ouais. Non, mais écoutez, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les médias ne le savent pas non plus. Je suppose qu'il y a une enquête en cours très précise pour savoir précisément ce qu'il en est. Moi, il y a quand même des éléments qui m'étonnent un petit peu. En tout cas, ce qui s'est passé est scandaleux, mais personne ne sait qui est l'auteur, qui est à l'origine. Non, mais en revanche, on pointe déjà du doigt les vrais responsables, entre guillemets, dans la presse, c'est quand même assez... Non, mais bien sûr, le traitement de l'affaire est quand même assez... On sait bien depuis le départ, et d'ailleurs depuis des années, l'homophobie, qui sert en fait à promouvoir l'homosexualité, faut être clair, qui est un prétexte pour parler de l'égalité des sexes, puis de l'égalité des genres, et puis de l'égalité des orientations sexuelles, etc. Tout ça, ça va ensemble. Et au passage, on promeut l'homosexualité, entre autres choses, ou la bisexualité. L'homophobie, c'est la rhétorique perpétuelle pour empêcher de parler. Voilà, il faut pas... il faut être. Alors évidemment, là, ils l'ont ressorti, c'est ressorti, et on est dans une dialectique très négative à cet égard-là. C'est l'argument facile. D'ailleurs, ils n'ont en tout et pour tout que 2 ou 3 arguments. Vous savez, c'est l'égalité, avec son autre facette, la non-discrimination.
Quel est l'autre argument? Oui, Monsieur Hollande l'avait promis. Bon, il avait promis d'autres choses, mais qu'il ne tient pas. Mais c'est peut-être la seule promesse qu'il se sent capable, enfin, ou qu'il espérait ou qu'il pensait pouvoir tenir. Donc, il est assez buté là-dessus. Il n'y a pas d'autres arguments, c'est l'homophobie, mais j'en vois pas d'autres et on répète toujours les mêmes. Voilà. Alors, on me demande plein de questions que je vous livre rapidement. Est-ce que précisément cette agression a eu une influence sur le vote au Sénat? Je pense. Oui, je pense. Oui. Très bien. Bon, alors j'ai tellement de questions que je crois que je n'y arriverai pas. Alors on me dit, il y avait eu lors de la manifestation contre le Pacs, il y avait un portique électronique. Pourquoi ne peut-on refaire la même chose? Alors la manifestation contre le Pacs, il y avait environ 100 000 personnes et ça devient complètement différent s'agissant de plusieurs centaines de milliers de personnes. À vrai dire, on a étudié ça de très très près, déjà depuis plusieurs mois, bien sûr. En fait, il existerait aux États-Unis une entreprise qui propose un système de comptage qui nécessiterait des moyens financiers considérables, outre le fait qu'il faudrait faire venir ses équipes, etc. En France, enfin ce serait complexe. Ce serait plus que complexe et nous n'avons pas les moyens financiers qui seraient nécessaires. D'ailleurs, la manifestation contre le Pacs avait quand même rassemblé beaucoup moins de monde, non? Il me semble. Elle avait rassemblé 90 ou 100 000 personnes. Donc le comptage avait été déjà compliqué quand même parce que c'est comme un petit portillon de métro. C'est ça. Donc il y avait un embouteillage, c'était pire. Voilà. Et alors là, on a rencontré des sociétés qui proposent ces portiques et en fait pour 1 million de personnes, on voit pas bien, non? Et en fait, ça ne s'avère pas possible. On a bien sûr étudié ça de très très près avec eux au cours de réunions et ça s'est avéré impossible. Mais vous savez, quand on dit que la théorie du genre qui dit être garçon ou fille c'est pas plus important que d'être blond ou brun ou petit ou grand, quand on est capable d'être face à un tel déni de la réalité, voilà, bon, à nous d'être imaginatifs, à nous de trouver les moyens de rendre les choses incontestables. Je pense que il faut savoir que le 24 mars, nous n'avons pas eu le droit, parce que bien sûr, nous avions demandé à faire passer un hélicoptère. Bien sûr. Mais on en a vu passer des hélicoptères. Hein. Oui, alors de la sécurité civile, mais nous, l'hélicoptère qu'on souhaitait faire passer, bien sûr, on n'a pas eu le droit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des grues télescopiques sur un grand nombre de points du parcours. Il y aura des photographes et des caméramens et on va avoir des équipes entières dédiées à la restitution, enfin au fait on va rassembler les photos. Oui, on va faire un puzzle et on va tout recompter. Exactement. Alors on me dit le petit drone, le quadricoptère par alors moi j'y comprends, pour moi c'est du chinois, je vous le dis, permet de compter, il est utilisé par l'Express. Et même une caméra sur ballon d'hélium, ça coûte moins cher. Le drone aussi, nous avons fait la demande, elle a été interdite aussi. Bon, d'accord. Alors, pour revenir à la question des photos, il y a, en fait, si vous voulez, rétrospectivement, après, il y a les moyens de compter de manière très précise par la collecte de dons, qui est faite sur le moment, qui est plus facile à faire d'ailleurs dans un défilé plutôt que dans un rassemblement. La dernière fois, c'était plus compliqué. Mais la collecte de dons, un certain nombre d'éléments nous donne un faisceau de présomption, là. Mais exactement, sont très très convergents. Et là, on va prendre les moyens visuels de faire. Là, par exemple, on avait envoyé aux médias exactement les statistiques de remplissage au fur et à mesure. La Grande Armée, enfin la moitié de la Grande Armée, la porte-maillot. Il y a quand même une mauvaise foi très certaine. Hein. Bon, sur la question des photos, on ne pourra pas donner. La difficulté va être que le public a toujours envie de savoir tout de suite. Et là, il va falloir le temps de dépouiller de manière très précise, etc. Bon, mais cela étant dit, les calculs mathématiques qu'on a faits sont déjà extrêmement précis. Mais là, on va les montrer visuellement, ce qui nous demandera peut-être sans doute quelques heures. Bon, écoutez, chaque personne sera visible, visible et donc comptable et visible de manière. Alors, on va pas reconnaître les personnes sur les photos, pas d'inquiétude là-dessus. Hein, on va faire le nécessaire pour que la foule soit bien identifiée, enfin bien comptable. Ça veut pas dire qu'on va développer des photos avec un gros plan de chacun. Voilà, non, pas de risque, pas de retrouver en gros plan chez. Voilà, mais chaque personne sera visible
comptable de manière pérenne. Hein. À partir du moment où les traces restent, on peut revenir dessus, on peut les diffuser, on peut les faire circuler, on peut les mettre sous le nez du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, on peut les mettre aussi sous le nez d'un tribunal. Voilà. Bon. Pour information d'ailleurs, notre avocat a demandé par courrier avec accusé-réception de manière très officielle, il y a déjà quelques jours, a demandé au préfet de police de Paris de nous transmettre les vidéos originales et intégrales du 24 mars. Et bien sûr, nous irons devant la justice si nous n'avons pas de réponse. Parce que là, c'est une question d'ordre public. Quand on réunit des centaines de milliers de manifestants et puis qu'on prétend qu'ils n'étaient pas très nombreux, on pose un problème d'ordre public. On agite la population, on énerve la population, etc. Donc là, il y a un danger. Et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire respecter les Français, le peuple français. Et donc nous irons vraisemblablement aussi sur cette affaire-là devant les tribunaux. Cette affaire du 24 mars n'est pas terminée. Les Français peuvent compter sur nous. Très bien. Écoutez, merci Ludovine de la Rochère. Là, je crois que tout le monde est motivé. On est derrière vous. Tous les auditeurs de Radio Courtoisie seront là. Tous ceux qui peuvent se déplacer seront là. Si vous m'autorisez, Gabrielle. Oui. Je vous en prie. Compte tenu du vote de la loi, pour le moment par le Sénat, il y a un rassemblement qui est prévu à partir de 18h30 ce soir avec des casseroles. Le rendez-vous est à la sortie du RER Port-Royal, boulevard de Port-Royal. Et il faut que nous soyons nombreux. Là, nous allons manifester, c'est-à-dire défiler, pour être vus aussi par un maximum de Parisiens, de badauds, de passants qui nous rejoindront. Venez nous rejoindre. Nous devons absolument, nous ne pouvons pas laisser passer une étape sans nous faire entendre. Voilà, très bien. Alors nous serons au rendez-vous. Je demande pardon aux éditeurs de Radio Courtoisie. Il y a beaucoup de questions. Certaines ont déjà trouvé leur réponse dans l'intervention de Ludovine de la Rochère. Mais là, il faut vraiment que je passe au sujet suivant.